Merci, Merci. Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Donc, projet de loi nous invitant à ratifier l'amendement au protocole de Kyoto. Donc, c'est une coïncidence heureuse que notre commission ait été saisie de deux sujets majeurs concernant notre planète. La semaine dernière, la biodiversité, qui avait aussi une accointance avec Rio. Et cette semaine, nous allons parler du protocole de Kyoto qui suit la convention cadre de 92, aussi issue du sommet de Rio. Quelques rappels scientifiques. On en a parlé plusieurs fois dans cette commission lors des derniers mois. Le fameux 5e rapport du GIEC, plus des alertes répétées de l'Organisation mondiale de météorologie. Quelques initiatives purement nationales, notamment américaines. Un rapport qui a été rendu à la Maison-Blanche par 7 agences fédérales, donc à la demande du Congrès et de la Maison-Blanche, qui, pour la première fois, dans un document américain officiel, en tout cas, tire aussi une sonnette d'alarme et dresse un état des lieux assez intéressant, notamment sur l'érosion des côtes en Floride et dans d'autres régions américaines, en rappelant aussi les événements météorologiques extrêmes. Et une donnée beaucoup plus inquiétante, une concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis plusieurs mois qui atteint les 400 ppm. Ce qui est très proche du seuil fatidique des 450 ppm qui nous mène tout droit vers un changement de climat et une hausse des températures de plus de 2 degrés. Un élément aussi d'actualité très récente, les conclusions du Conseil européen de la semaine dernière, qui fait du climat une des 5 priorités de la nouvelle mandature européenne qui s'ouvre. Et un petit rappel aussi, à savoir 20% du budget européen, un budget qu'on a critiqué dans cette maison pour son recul. En tout cas, il y avait un aspect important et intéressant que j'avais souligné à l'époque. 20% de ce budget est fléché pour des actions liées au climat, dont il faudra demain décliner la destination. Donc j'espère que notre commission sera vigilante sur ce point-là. Mais une somme intéressante. Et un petit cocorico, vous savez que la France est officiellement maintenant le pays hôte de la COP 21. C'est à nouveau des unes de magazines plutôt intéressantes. Et en tout cas, je tiens à saluer l'initiative de Laurent Fabius, parce que moi j'ai toujours été assez consterné par le fait que les discussions climatiques ne franchissaient pas le Rubicon de la discussion de tout le monde. C'était très technique, ça reste très technique, et le fait de pouvoir faire appel notamment aux présentateurs météo, qui sont les personnes qui incarnent vraiment la question météorologique en France, est une initiative intéressante qu'on a copiée un petit peu sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Obama a fait la même chose pour pouvoir faire de la pédagogie. Je pense qu'un des enjeux de la COP21, c'est aussi faire de la pédagogie sur ce qui reste malgré tout lointain pour certaines personnes, assez peu perceptible à part pour une partie de la population, les agriculteurs, des affaires de pollution de l'air, mais les viticulteurs, c'est vrai, vous avez raison. Donc en tout cas, pour une partie grandissante de la population, ça devient une réalité, et je pense que cette pédagogie est plutôt bienvenue. Donc nous avons, à l'échelle de l'Assemblée nationale, créé un groupe de travail sur la base de 3 commissions, commission des affaires étrangères, chef de file sur le dossier, du développement durable et des affaires européennes sur la préparation de cette conférence. Et notre propre commission a mis en place une mission d'information sur les conséquences du changement climatique en France et le suivi de la COP21. À cela s'ajoutent les travaux de Globe International, dont le président Chandeguet est le représentant français, qui suit les négociations et essaie de faire entendre une parole parlementaire dans ces discussions. Donc, il est pertinent que notre commission aujourd'hui évoque l'état des discussions sur le régime international né de Rio et de Kyoto et la suite de Kyoto 1. C'est la raison de la saisine sur ce projet, à savoir l'amendement adopté lors de la conférence de Doha en 2012 au protocole de Kyoto de 1997. Quelle position sur le projet de loi proposé ? La ratification de l'amendement au protocole de Kyoto par les pays qui se sont réengagés dans une deuxième période, c'est, premièrement,
un acte politique attendu par nos partenaires, un objectif important pour l'Union européenne et ses États membres, et un délai que nous sommes fixés en commun, février 2015, pour avoir ratifié cet instrument. Conformément à la pratique, vous savez que l'Union européenne déposera, l'ensemble des États membres déposeront en même temps les instruments de ratification. Le processus de l'examen a commencé par une décision du 6 novembre 2013. À ce jour, 11 États, dont 2 États parties réengagés, ont transmis leur instrument d'acceptation aux Nations Unies. Monaco, le 26 décembre dernier, et la Norvège, le 14 juin dernier. 2 États hors Union. D'un point de vue national et européen, l'amendement de Doha au protocole de Kyoto est conforme aux positions de notre pays ainsi que ceux de l'Union européenne dans lesquels nous nous inscrivons. L'engagement pris par l'Union européenne à Doha ayant en effet été défini en fonction des objectifs du paquet énergie-climat de 2009 que nous avons nous-mêmes, à l'échelle de l'Assemblée nationale, évalué en mission d'évaluation. Je vous invite à lire le rapport qui avait été fait par la Cour des comptes. Il y a des éléments intéressants sur l'évolution que nous pourrons donner dans les semaines à venir, les mois à venir, à la question des émissions de gaz à effet de serre. Il n'entraîne, cet amendement, aucune modification des engagements incombant aux États membres en matière de réduction des émissions définies dans ce paquet climat. La mise en œuvre de l'objectif de moins 20% de limitation ou de réduction des émissions inscrit pour la période 2013-2020 a été initiée dès le 1er janvier 2013, de façon conjointe comme pour la première période d'engagement selon les modalités définies dans ce paquet climat-énergie, l'Islande et la Croatie y étant associées. Nous devrions atteindre cet objectif sans difficulté, et j'invite notre commission à se saisir d'un des points intéressants de ce rapport de la Cour des comptes mandaté par l'Assemblée nationale, à savoir l'échelle, l'unité de mesure. On parle beaucoup d'émissions, et je pense que le contenu carbone, l'empreinte carbone, est, au regard des études qui sont aujourd'hui disponibles, peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre beaucoup plus en avant que les simples émissions qui ne capturent pas l'ensemble de la consommation carbone d'un État. Vous savez qu'on peut, et c'est une des difficultés aujourd'hui, en recourant à des délocalisations, diminuer nationalement son quota d'émissions. Il faudra faire attention à ça dans le futur pour pas que ça vienne percuter les efforts de réindustrialisation de l'Europe et en tout cas combiner à une ambition de réduction des gaz à effet de serre. Il importe donc que le processus de ratification par la France soit mené à son terme le plus rapidement possible. Et votre rapporteur, pour avis, invite donc la Commission à émettre un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que le contrat que nous avions noué à Kyoto en 1997 est un contrat à durée déterminée, portant sur une période de 2008 à 2012. Engagement contraignant, applicable uniquement à 38 parties, les pays dits développés et issus de l'ex-URSS, pays dits de l'annexe B, sur les 196 parties membres à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au total, ce n'est que 19% des émissions qui sont concernées. Vous savez aussi qu'il y a une épine importante dans ces négociations et dans l'application du protocole de Kyoto, à savoir le principe de responsabilité commune mais différenciée qui vise à une réduction totale d'émissions de gaz à effet de serre de 5,9% en moyenne par rapport aux émissions de 90. Ce protocole de Kyoto proposait aussi les premiers mécanismes de flexibilité, avec la création d'un marché mondial des permis d'émission, dont l'Europe a été précurseur, la mise en œuvre conjointe, fameux MOC, et le mécanisme pour un développement propre favorisant une coopération internationale. Quelques petits rappels chronologiques sur l'évolution selon les conférences des parties de 2009, 2010, 2011, qui nous amènent aujourd'hui à nous interroger sur cet amendement au protocole de Kyoto. En 2009, à Copenhague, c'est l'espoir déçu d'un accord post-Kyoto. Déjà, la question se pose sur que faire après 2012. Les négociations avaient débuté dès
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto signé en 1997, mais en vigueur depuis 2005 simplement, donc quasiment 10 ans. Dès 2006, les États se remettent autour d'une table pour voir comment faire après 2012. Seuls des objectifs chiffrés volontaires de réduction, donc en dehors d'un cadre défini, seront actés à la fameuse conférence de Copenhague. Politiquement, un acte majeur, la reconnaissance de la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et une série d'engagements significatifs en matière de financement. Par la suite, à Cancun et à Durban, qui se déroule dans le cadre de cette fameuse conférence, convention cadre sur les changements climatiques, on lance les négociations pour obtenir un accord applicable à tous, contraignant, dès 2020, et qui implique donc une adoption en 2015 au plus tard, d'où l'enjeu pour la France en tant que pays hôte de la COP21. Il signe aussi, ces 2 dernières COP, une mise en œuvre dans la 2e période d'engagement dans les pays développés et dans le cadre de l'annexe B du protocole, d'une durée de 8 ans. Donc la nouvelle période qui s'ouvre sera de 2013 à 2020, avec pour objectif sur cette période la réduction de moins 18% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc cet amendement, finalisé lors de la COP de Doha en 2012, traduit ce double compromis. C'est donc une passerelle pour éviter un vide juridique, post-2012, des vraies craintes, qui nous engagent fortement, un volet financier en parallèle, avec la fameuse création du Fonds vert, ou le Fonds pour le climat, dont on discutera plus tard des difficultés de financement. C'est aussi le renforcement de l'intégrité environnementale du protocole, avec l'inclusion à l'annexe A, qui définit les gaz, du triofluorure d'azote à très fort potentiel de réchauffement planétaire, et un premier pas vers une révision adaptive des objectifs, avec l'ajustement automatique de l'objectif d'une partie, afin de garantir que les engagements pris en 2e période seront au minimum aussi nombreux, aussi ambitieux que la moyenne de leurs émissions sur la période 2008-2010. La simplification, en parallèle, de la procédure de relèvement du niveau d'ambition et d'une partie au cours de la période d'engagement. C'est aussi l'aveu d'une certaine faiblesse. Si plus de 60 autres pays, dont les États-Unis, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil, se sont engagés à prendre des mesures volontaires d'atténuation, seuls 38 parties ont accepté d'entrer dans une période contraignante. En prenant en considération que parmi ces 38 parties figurent les 28 États membres de l'Union européenne. Ces parties sont exclusivement des États européens. À noter l'absence du Canada, qui est sorti, des États-Unis, de la Fédération de Russie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. 2 nouveaux États, la Biélorussie et le Kazakhstan, ont pris des engagements de réduction de gaz à effet de serre, et l'Australie souffle le chaud, le froid sur son appartenance à la famille de Kyoto. Donc, quel avenir pour la politique des annexes? Car c'est tout l'enjeu du système de Kyoto. La technique des listes est d'une complexification extrême. 41 parties annexes, 1 contre 150 parties non annexes 1. Donc savoir pays développés, pays non développés. À l'intérieur d'une annexe, 24 parties annexes 2 qui ont une obligation spécifique de fournir une assistance financière et faciliter le transfert de technologie. Donc c'est un équilibre quand même assez conséquent, nouveau pour la communauté internationale, dans le cadre de la Convention cadre sur les changements climatiques de les Nations Unies. Le protocole, 40 parties, 41 États annexe 1, 39 parties annexe B en 97, moins la Biélorussie, la Turquie, 37 parties à la fin de la première période, car des États se sont désengagés. Donc, on peut s'interroger sur ce système de division entre États. Pour moi, il s'agit d'une réussite mitigée, car les États-Unis en sont absents depuis le début. Il
faut savoir que les États-Unis ont joué un rôle majeur quand même dans l'écriture de la Convention, donc c'est intéressant. Mais surtout, nous avons enregistré quelques désillusions, à savoir le départ du Canada et du Japon. De plus, beaucoup d'États considérés comme non annexe 1, donc pas soumis à des obligations contraignantes de réduction de gaz à effet de serre, ont aujourd'hui un niveau d'émission supérieur à de nombreux États membres, les États membres de l'Union européenne, parmi les plus pauvres. Entre-temps, les émissions de gaz à effet de serre, je pense que c'est un élément important, ont cru, notamment de 30% entre la période de 90 et 2010 à l'échelle globale. Donc le protocole de Kyoto ne reflète plus la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Conçu pour inscrire les engagements des pays développés qui, lors de ces discussions, représentaient plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Défection des États-Unis qui a réduit la couverture de la première période d'engagement à 39%. Et enfin, les pays émergents, dits émergents, qui sont souvent beaucoup plus développés qu'émergents, sont devenus les premiers émetteurs, à savoir la Chine, les pays pétroliers, ou encore l'Indonésie, l'Inde, le Brésil. Et dans le même temps, 32 pays considérés comme des pays en développement par l'ONU ont un PIB aujourd'hui par habitant, ce que je disais il y a quelques minutes, plus développé que certains États membres de l'Union européenne, qui sont eux soumis, de par leur appartenance à l'Union, à un exercice de réduction contraignant. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de tenir compte de cette nouvelle réalité économique et géopolitique dans le cadre des négociations qui ont cours depuis quelques années. Je pense que c'est une des difficultés majeures dans la réussite d'un nouvel accord. Des mécanismes financiers, pour aller rapidement aussi à l'essentiel, qui ne remplissent pas les espoirs et les attentes placées dans ces instruments. Nous sommes bien passés pour en parler. Le marché carbone européen est un bon exemple. Donc, on a essayé, il y a une velléité d'avoir un marché carbone à l'échelle monde. Rares transactions sur une base bilatérale, donc un marché qui ne fonctionne pas trop bien. Des excédents de crédit en circulation et un prix trop faible du carbone pour inciter à des comportements vertueux, ou en tout cas à des changements de comportement. Il faut savoir que nous sommes passés d'un prix de la tonne carbone à 27 € en 2008 à moins de 5 € en 2014. Même si l'Europe a pris quelques mesures récemment, je pense que c'est peut-être du côté chinois que nous devrions regarder sur l'efficacité ou non des marchés, à savoir que 7 provinces chinoises ont mis en place des instruments de marché en prenant en considération les erreurs commises au niveau européen pour élaborer leur modèle. L'instauration d'un prix du CO2 est un instrument permettant de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Sans un prix juste et réaliste pour que les gens prennent des mesures, nous ne parviendrons pas à faire évoluer cette thématique. Si le choix de faire du marché l'instrument pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre devait être réitéré, en parallèle de la proposition de réforme du marché de carbone européen présentée par la Commission le 22 janvier dernier, il est primordial d'en assurer la crédibilité à long terme. Et la meilleure façon d'y parvenir réside dans un engagement contraignant jusqu'en 2030. Ce que l'Union européenne a commencé à faire avec les propositions du nouveau paquet énergie-climat annoncés en janvier dernier pour 2030 et qui sont toujours en cours de discussion. Je voudrais m'arrêter quelques instants aussi sur le fonds vert. Donc, désormais opérationnel, le siège et la directrice ont été désignés en 2013. Donc, si vous vous souvenez du début de la présentation, vous voyez que même sur des aspects purement organisationnels, on prend beaucoup de temps. Les règles de fonctionnement ont été actées en 2014. 50% des sommes recueillies consacrées au financement des politiques d'atténuation, 50% aux politiques d'adaptation, contre moins de 20% dans le cadre du Fast Start. Donc, par ces chiffres, je vous démontre aussi qu'on est aussi passé à quelque chose d'autre. Pendant très longtemps, on s'est battu pour l'atténuation, dans la logique de la lutte contre le réchauffement climatique,
prévalait l'atténuation. On arrive aujourd'hui vers un équilibre acté, ne serait-ce que par la division des fonds. Et je pense que demain, nous irons de plus en plus vers des moyens mis à disposition pour l'adaptation. Un des enjeux pour la prochaine COP de Lima en décembre réside dans la charge de ce fonds, une première capitalisation avec une somme de 10 milliards de dollars. Alors, l'ambition affichée dans les discussions internationales, c'est 100 milliards de dollars par an. On vient de voter un budget rectificatif. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, des difficultés que même des États comme la France auront à assumer une responsabilité dans ce genre de fonds. Je pense que la thématique n'est pas que française. Parce que je suis assez surpris qu'en nombreuses années, ce fonds soit tout juste abondé à hauteur de 10 milliards et se trouvera sur la sellette dans peut-être le nouvel accord de Lima ou de Paris. Le financement, c'est l'enjeu crucial des négociations du climat. Et certainement la clé pour trouver un accord politique entre les différents groupes de pays. On doit, nous, être exemplaires dans la matière avec les difficultés que l'on connaît. Abonder ce fonds, c'est aussi respecter une parole donnée. Vous savez que le transfert de technologie, mise à disposition des moyens financiers, figure aussi dans les déclarations de Rio de 92. Un point important, un peu moins cher, la convergence enclenchée des outils de suivi, de notification et de vérification. Vous savez que tout ce système repose aussi sur la confiance réciproque qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et je vous invite aussi à discuter quelques minutes de ce que j'appelle le pas d'après, à savoir le rôle des parlements nationaux dans ce domaine. Le président Changuet sait que c'est une de mes marottes, comme on appelle ça, et je pense que c'est important qu'on en parle à l'Assemblée. Donc l'atténuation progressive de la différenciation en matière de vérification et de transparence. Dès 2009, à la COP, on a une première inflexion dans la distinction des règles qui sont fixées entre les pays des différentes annexes sur les méthodes de vérification. Le rapprochement entre les États-Unis et les pays émergents n'a pu se faire qu'au prix de concessions de part et d'autre. Donc les mesures de transparence, de vérification, ont amené à un contrôle approfondi des mesures d'atténuation appropriées au niveau national, les fameux NAMAS, bénéficiant d'un financement et de mesures, pour l'instant, restées non financées. La COP de 2013 a posé un cadre commun exigeant de transparence pour le secteur de la forêt, par exemple, qui s'appliquera pour la première fois à des pays hors annexe 1 par des procédures dites de MRV, auditées internationalement et proches de celles régissant les émissions de gaz à effet de serre des pays développés. Amélioration des processus de vérification avec la réalisation de rapports biennaux des pays. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que, à titre personnel, moi je crois sincèrement qu'une des clés, en plus du financement, de la réussite d'un nouvel accord international, réside dans la confiance qu'on peut apporter aux législations nationales, justement. Beaucoup d'États, quelle que soit leur place dans le système onusien, ont pris des mesures nationales. On fait des efforts en relation avec leurs capacités, leurs ambitions, et je crois que si on veut sortir par le haut des négociations à l'échelle onusienne, il faut qu'on s'appuie sur ces réglementations internationales, en mettant en place, par exemple, ce qu'on appelle en anglais des peer reviews, donc qui permettraient d'avoir des équipes composées internationalement pour la vérification, pour qu'il y ait une confiance commune dans le système, parce que la mesure des émissions de gaz à effet de serre, au-delà des ambitions affichées par les uns et les autres, est la mesure phare. Si vous n'avez pas confiance dans l'objectif et dans la réalisation, dans les indicateurs qui sont à disposition, on ne pourra pas aller très loin. Et moi, personnellement, je l'avais dit dans cette salle à plusieurs reprises, je crois que la méthode internationale de négociation, d'élaboration des textes arrive à terme aujourd'hui. Donc, je crois que cette fenêtre ouverte par les législations nationales, qui sont très nombreuses, j'invite ceux qui ont un petit peu de temps à regarder notamment les études réalisées par Globe qui ont été faites en 2012 et 2013, pour voir que plus d'une centaine aujourd'hui d'États
à l'échelle mondiale, ont entrepris des efforts conséquents, réalisé des législations nationales pour s'attaquer à la question énergétique et au climat. Le pas d'après, quelle place pour les parlements? Vous savez que Globe a été considéré par l'ONU comme étant le pendant parlementaire de ce qui se passe actuellement dans les négociations qui sont purement intergouvernementales. Moi, je souligne avec intérêt ce pas ouvert, ce pas, mais je crois aussi qu'il faut peut-être être un peu plus ambitieux, à savoir travailler à l'élaboration d'un organisme parlementaire sous l'égide de l'ONU qui permettrait de discuter de ces affaires-là avec un aspect démocratique. On a déjà pas mal d'expériences de forums parlementaires mondiaux, structurés, dans le cadre de conventions multilatérales, et je crois que nous devrions réfléchir à la création d'un espace parlementaire dédié aux questions climatiques. Nous avons aujourd'hui un volet parlementaire à l'ONU, au PNUE, avec l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, qui vient de terminer sa première réunion la semaine dernière. Et je pense qu'on devrait peut-être tirer quelques leçons pour discuter de la mise en place d'une assemblée parlementaire d'un point de vue climatique. Moi, je voudrais, si nous travaillons sur cette question, que justement on essaie de sortir la question climatique de la question environnement pure, parce qu'elle touche beaucoup d'autres thématiques, notamment la question énergétique, la compétitivité des entreprises, la question urbaine. Donc il faut qu'on réfléchisse peut-être autrement qu'être un simple chapitre dans une négociation environnementale où il y a déjà beaucoup. On parlait de biodiversité, on parle d'océan aujourd'hui. Il faudra peut-être faire que les changements climatiques cessent d'être un problème environnemental pour devenir un problème de l'humanité. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à vous dire sur cette projet de loi visant à la ratification de l'amendement du protocole de Kyoto, que je vous encourage à ratifier comme un temps 1 de notre action pour le futur du climat.